Si vous faites des publicités en ligne, que vous êtes coach, infopreneur, thérapeute, ce que vous voulez, on sait que vous avez eu un mois d'avril qui a été absolument terrible en termes de résultats. Ne faites pas semblant, vous regardez cette vidéo, on sait très bien que c'est le cas, en tout cas plus ou moins, évidemment, on exagère, mais il y a de grandes chances que quand vous regardez cette vidéo, vous vous dites « Ok, le mois d'avril était vraiment pourri ». Et c'est ce qu'on va essayer de détailler aujourd'hui sur la partie publicitaire. Maxence, comment ça va? Bah écoute, ça va super, très bonne introduction. Je pense qu'il y a pas mal de choses à dire et comme tu l'as dit, il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions, qui ont peur forcément, parce qu'ils dépensent beaucoup d'argent, plus ou moins d'argent selon les comptes qu'on a. Donc ça va être très intéressant et restez jusqu'à la fin parce va y avoir beaucoup de valeur dans cette vidéo. J'ai introduit le sujet, mais il faut que je t'introduise toi quand même. Maxence va nous aider, Maxence et Maxence, voilà. Media buyer également, du coup, même si le métier media buying va plus loin que juste du pilotage aujourd'hui et que j'aime de moins en moins le terme, on va te définir comme ça aujourd'hui, si ça te va. On bosse ensemble depuis maintenant 2 mois et demi, 3 mois. Tu as rejoint l'agence pour piloter certains des comptes qu'on a en interne. Voilà, aujourd'hui, on travaille sur les mêmes comptes, des comptes en commun, mais ça peut être intéressant d'avoir ta vision parce qu'il y a des comptes sur lesquels tu travailles peut-être à 80%. Moi, je suis là qu'à 20%, entre guillemets, pour regarder de temps en temps, mais du coup, tu as cette connaissance de certains comptes. L'idée, c'est que pour que les gens puissent bien comprendre, on a scindé plus ou moins en deux l'agence aujourd'hui dans notre pilotage, ce qui fait qu'on a chacun une typologie de clients un petit peu spécifique. Je m'occupe principalement de mon côté des clients qui sont en phase de scaling. Donc là, on parle de clients qui sont à 20-30 000 de budget minimum à peu près par mois. Maxence, de ton côté, tu es sur la phase de pré-scaling, qui est une phase d'ailleurs assez technique. On va peut-être nous décrire ça après. L'idée, c'est que tu es dans la phase de structuration des comptes pour choisir la bonne structuration et avancer un petit peu dans le temps avec une structure solide qu'on pourra récupérer derrière en scaling pour les tenir dans le temps. Yes, exactement. Pourquoi je définis ça? Parce que l'angle aujourd'hui que j'aimerais qu'on prenne, c'est les difficultés du coup que tu as rencontrées sur ce mois d'avril qui a été pourri chez tout le monde, sur ta typologie de clients, on va dire. Et moi, ce que j'ai ressenti de mon côté sur les comptes qui dépensent peut-être un petit peu plus et qui ont peut-être rencontré d'autres problématiques, même si à la fin, c'est la même chose et ça a été pourri pour tout le monde. Est-ce que tu veux commencer avec ce que tu as pu rencontrer, les enjeux, les challenges que tu as eu de ton côté sur les comptes en pilotage? Ouais, bien sûr. Mais déjà, comme tu dis, c'est deux typologies de clients différents. Donc forcément, il y a des enjeux en commun, mais aussi des enjeux quand même assez différents. Nous, ce qu'on retrouve quand même assez souvent sur ces typologies de clients-là, c'est déjà dès l'audit et dès le lancement, en fait, il y a déjà une problématique de structuration et de tracking. Beaucoup n'utilisent pas Eros parce que forcément, il n'y a pas le budget, etc. Donc, on doit mettre en place des systèmes, bien structurer les choses, avoir vraiment une vraie communication avec l'équipe pour savoir ce qui se passe, qu'est-ce qui vient d'où et justement pas prendre de mauvaises décisions. Donc, c'est un petit peu l'enjeu qu'on a surtout en fait sur ces mois un peu compliqués parce que il y a des trackings qui remontent, en fait, ça vient pas d'ici. Il y a des ventes qui ne sont pas attribuées, en fait, du coup, tu as envie de couper la campagne alors que pas du tout. Donc, c'est surtout ça la problématique aujourd'hui. Et il y en a qui veulent plus de volume, d'autres qui veulent plus de qualité. Donc, en fait, c'est toujours faire un peu le pompier à droite à gauche pour justement avoir les meilleurs résultats partout. Donc, nous, c'était surtout des enjeux de tracking, de pilotage à ce niveau. Forcément, il y a moins de spend, il y a entre 5 et 20 000 pour certains clients. Voilà, c'était surtout un enjeu créa et de tracking et beaucoup un enjeu aussi setting parce qu'on va être en contact directement avec la qualité des leads qu'on envoie. Très important justement pour après avoir le meilleur angle publicitaire sur les publicités et c'est en fait de là que tout part. C'était surtout ça nous qu'on avait comme problématique. Ouais, j'allais dire, c'est le fameux enjeu. Tu disais pompier, ça me fait marrer parce que j'ai la même sensation de mon côté pour le coup sur les gros comptes, c'est la même chose. C'est pompier, mais les yeux bandés un petit peu parce que on manque d'infos, on sait pas exactement où on doit piocher et on réagit un petit peu dans tous les sens. Et justement, c'est un peu notre rôle d'éteindre le feu, mais aussi de répondre de manière froide pour pas tout bousculer non plus. C'est clair que c'est un vrai enjeu et ces problématiques de tracking, de remontée de data, etc. C'est vrai que dans les phases où c'est plus compliqué, c'est sport en tout cas. On sait qu'on le ressent bien et que du coup, on a 2 à 3 fois plus de job à faire pour prendre les décisions et pas cut le truc qui finalement s'en sortait plutôt bien ou à l'inverse, augmenter le budget sur ce qui paraissait être pas mauvais, mais finalement qui pourrait être à l'explication d'un mois pourri. C'est ça parce que nous, entre du coup l'agence de prestation de services et les clients, forcément, il y a deux émotions différentes. Tu as le client qui va paniquer, qui va dire les gars, on est en train de cramer le budget, qu'est-ce qui se passe, les équipes, elles attendent des calls, etc. Nous, d'ailleurs, on doit répondre quand même suffisamment rapidement, mais de manière assez froide pour ne pas faire n'importe quoi. Et vu qu'on n'a pas justement tous ces outils de tracking, etc., en fait, on doit constamment double-check avec la personne. Des fois, on se comprend pas trop, etc. Donc, en fait, c'est plutôt un enjeu humain et après technique. Enfin, du coup, c'est un cercle vicieux, quoi. Mais après, bon, on s'en sort très bien. Hein. Et puis, tu vois, là, c'était quand même assez compliqué sur début, milieu avril. Et là, nous, fin avril, ça repart bien sur les comptes en pré-scaling. Donc, c'est de bon augure pour la suite. C'est surtout pas prendre de décision à chaud et savoir quoi faire au bon moment, quoi. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. Et ça, pour le coup, c'était pareil, que ce soit un gros, un petit, un moyen compte,
c'est la même chose. C'est vraiment ce fameux enjeu de, on a l'impression que c'est la merde, mais c'est pas pour autant qu'il faut tout modifier, revoir toute la structure, refaire tous les tunnels, tourner une deuxième VSL, revoir le script d'un Webby ou autre, au risque de ne jamais retrouver aussi les performances du passé. En réalité, 15 jours à l'échelle d'un business, c'est rien du tout, 15 jours de sous-performance. Je pense qu'on est bien d'accord là-dessus, même si parfois ça peut faire paniquer quand on voit des chiffres dans le rouge sur une semaine, 2 semaines. Le risque de voir ces chiffres rester comme ça pendant 3-4 mois parce qu'on a pris la mauvaise décision et qu'on a revu une structure qui finalement fonctionnait bien par le passé, je pense que ça peut piquer. Et sur certains comptes, c'est un petit peu l'erreur à ne pas faire, justement. Savoir trier entre ce qu'il faut modifier parce que factuellement, ça ne fonctionne plus et ce qu'il faut garder parce que la saisonnalité fait que c'est un petit peu en sous-performance en ce moment. C'est un vrai enjeu et c'est dans ces phases-là, à mon avis, qu'il faut prendre la bonne décision, c'est clair. Ouais, et tu as dit un mot super intéressant, tu as dit saisonnalité. Moi, je connaissais beaucoup de personnes qui pensaient qu'il n'y avait pas de saisonnalité dans le business en ligne. Donc, en fait, ils se disent, là, ça fonctionne plus, il faut qu'on change tout. Et j'en connais beaucoup trop. Et je pense même des personnes qui nous écoutent, peut-être c'est leur cas aujourd'hui. Parce que oui, factuellement, il y a une mutation du marché, psychologie qui change un petit peu, etc. Mais la plupart sont sur des VSL, des Webby, des choses qui ont factuellement ont toujours fonctionné depuis la nuit des temps. Et donc, fonctionnant également toujours, même s'il faut mettre en place quelque chose après pour soutenir à côté dans ces moments difficiles, c'est des choses qui factuellement fonctionnent et fonctionneront toujours. Maintenant, voilà, c'est comment tu les amènes. Qu'est-ce que tu fais quand ça marche bien et surtout, qu'est-ce que tu fais quand ça fonctionne moins bien pour éviter justement de casser cette structure et de repartir à zéro tous les mois, en fait. Ouais, c'est exactement ça. Parce que pareil, de mon côté, je suis pas fan de la vision saisonnalité pure et dure dans le sens où là, c'est l'été, c'est sûr que ça fonctionne moins bien. Là, les vacances de Noël arrivent, etc. Ça va moins bien fonctionner. Ça, je suis pas forcément d'accord avec ça. Par contre, il y a des choses qu'on contrôle encore moins, qui sont par exemple les mises à jour d'algorithmes, des mouvements de marché, etc. Et ça, pour le coup, on peut absolument rien y faire. Et là, c'est de la saisonnalité assez courte, mais qui peut quand même impacter le business sans qu'il y ait quelque chose de précis autour d'un point de vue démographique ou autre. Donc c'est clair que ça peut jouer. Petit disclaimer, je suis vraiment pas fan du terme non plus saisonnalité quand c'est pour dire ouais, les clients sont juste moins engagés en ce moment. Ça peut ressembler à une excuse pour s'en sortir à tous les coups et dire bon bah c'est comme ça en ce moment, on fait rien parce que c'est la saisonnalité. Non, il y a des solutions à tout, mais parfois dans ces sites turbulences, on va dire en termes de mise à jour algorithmique, etc. Ça peut être cool justement de pas trop toucher, de se concentrer sur ce qu'on peut faire, c'est-à-dire vraiment follow-up sur les prospects, aller chercher de la vente comme on peut avec le pipe qu'on a déjà aujourd'hui. Il y a 1000 choses, événements d'activation, faites de la créa, justement, vous aurez de l'avance pour quand ça repartira. Je pense que c'est de meilleurs enjeux que d'essayer de contrôler un algorithme qui, de toute façon, joue avec ses propres règles. On va parler des comptes que tu as, toi, en phase de scaling, mais je pense qu'on pourrait amener aussi un sujet après, à moins qu'on l'amène sur un autre podcast, mais sur les créas. Il y a eu un tournant sur les créas, même au sein de l'agence. Ouais. Et je pense que c'est intéressant d'avoir tes retours par rapport à ça. Bon, je suppose que tu parles des créas statiques, du coup. Le gros workflow qu'on a mis en place de notre côté, c'est simple. Ça fait 6-7 ans, je crois, que je fais du media buying. Je pense qu'en l'espace d'un mois et demi, j'ai sorti plus de créas statiques qu'en 6-7 ans. Tellement j'ai poncé le truc. Mais mine de rien, ça arrivait au bon moment. C'est ce que je voulais dire, justement, sur une mise à jour d'algorithme qui, pas contrairement à Andromeda, mais qui va encore dans le sens d'Andromeda et qui nous demande encore plus de créas statiques. Donc ça impacte principalement en plus les plus petits comptes, on va dire, qui avaient l'habitude de sortir 4-5 créas par semaine et qui s'en sortaient plutôt bien. Là, on est plutôt dans une phase où il faut sortir 3 à 4 fois plus et plus rapidement et en testant des angles qui vont se périmer en l'espace d'1 à 2 semaines parce que l'algo fait comme ça maintenant, il a besoin de bouffer de la créa, mais il la recrache très très vite et si c'est pas bon, c'est pas bon. Donc ouais, ça pour le coup, ça a été un mouvement qu'on a fait de notre côté qui nous a, je pense, en plus sauvé les performances sur pas mal de comptes, mine de rien, parce que le fait de pouvoir contrer cette mise à jour d'algorithme, le manque de volume, le manque de call sur pas mal de comptes, avec des créas qu'on arrive à sortir très très vite, à cut très très vite et à en ressortir dès le lendemain pour aller chercher de la performance, je pense que ça nous a beaucoup aidé sur pas mal de comptes. Ouais. J'ai eu typiquement ça sur des clients webinaires, tu sais, le CPL qui augmentait parce qu'on commençait vraiment à augmenter les budgets, panique à bord, on met plus de budget, qu'est-ce qui se passe? On a sorti un batch de statique, on a diminué le CPL, pas de 2 bien évidemment, mais on a quand même bien rattrapé le coup. Ouais, mine de rien, sur tous les clients comme ça, les plus petits, comme tu dis, qui font pas énormément de créa, en fait, dès qu'il y avait une sous-performance, une petite perturbation en fait dans l'algorithme, on renvoyait de la statique. Enfin, ce qui est incroyable, c'est que tu peux faire ça vite, tu peux tester et itérer très 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 rapidement. Là où en fait, quand tu dois faire un script, la personne elle doit tourner, faire le montage, récupérer la vidéo, faire le plot. En fait, ça te prend une semaine. Là, en fait, ça te prend 30 minutes, quoi. C'est exactement ce que j'allais dire, parce que tu vois, sur les plus gros comptes, on a l'occasion de bosser avec des équipes de 40
40 à 50 personnes, tout va quand même assez vite. C'est-à-dire que tu fais une demande au vidéaste, potentiellement, on a un script déjà qui est prêt, qu'on a à transmettre du coup au dirigeant, qui peut la tourner. Pareil pour tout ce qui est UGC, etc. Maintenant, on arrive à faire assez vite. Le problème qu'on rencontre, il est structurel. Quand on bosse avec des plus petits comptes, souvent, on a le dirigeant qui a son expertise, travaille peut-être, et encore, c'est pas toujours le cas, avec une équipe sales à côté, mais souvent, c'est limité en termes d'humains quand même. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'il se coupe de son expertise et de son delivery pendant plusieurs heures pour aller tourner des créas qu'on lui a transmis et qu'il nous les donne avec le montage préparé, etc. Ça peut être vite compliqué et on peut vite se perdre à tester des angles qu'on voulait tester le lundi, mais qu'on se retrouve à tester le lundi suivant. C'est presque un peu tard et on manque d'informations. Donc, c'est clair, moi, c'est ce que j'allais dire. Le gros game changer qu'on a eu là-dessus, c'est le fait de pouvoir tester des angles en illimité, de voir ceux qui prennent directement et de dire, OK, bah, là, on en a 3-4 qui prennent. On va pouvoir tourner des vidéos bien propres dessus. On a des acquis et au moins, on est sûr qu'on jettera pas tout à la poubelle d'ici une semaine, ce qu'il faudra retourner de nouveaux angles. Ce qui est possible aussi, hein, mais en théorie, avec des plus petits budgets, normalement, on arrive à éviter un petit peu la fatigue. Ce qui est intéressant, c'est que là, il y en a beaucoup qui vont se dire, OK, ben, je vais prendre ChatGPT, je vais mettre un prompt et je vais dire de me ressortir une statique. Sauf qu'il y a faire des statiques vite et faire des bonnes statiques vite, tu vois. C'est vraiment différent parce que j'en ai vu, hein, des gens qui ont essayé de faire de l'IA, qui ont fait des trucs, il y avait des lettres à l'envers. C'est pas facile, hein. Enfin, toi, tu as vraiment charbonné sur le workflow et tu le sais mieux que moi. Mais ouais, ça se fait pas avec un prompt, hein. Ouais, c'est clair. Alors, en réalité, je pense que c'est facile de sortir beaucoup de formats, mais c'est aussi facile de cramer beaucoup de cache sur 50 statiques pas performantes. Le hack qu'on a un petit peu, et du coup, c'est notre avantage concurrentiel en tant qu'agence aujourd'hui, hein, c'est de se baser uniquement sur des templates de winners qu'on a obtenus sur d'autres comptes. C'est vraiment, pour le coup, des effets cumulés. On teste 10 publicités sur un client. S'il y a 3 winners qui sortent, on sait que c'est 3 winners qu'on peut appliquer sur tous les autres clients, et ainsi de suite. Et à force de faire ça tout le temps, bah, en réalité, je pense qu'on économise énormément sur notre testing parce qu'on ne teste que des formats qui ont été approuvés, évidemment sur des marchés qui sont non concurrentiels. On lance pas les mêmes publicités avec des couleurs différentes pour 2 personnes qui sont exactement dans la même niche. De toute façon, on le fait pas aujourd'hui. On a vraiment un client par niche bien spécifique et par avatar. Mais du coup, ça nous permet d'avoir cet effet cumulé, de tester vraiment des formats qui sont déjà un minimum éprouvés et pas juste d'y aller les yeux fermés en disant, bon, bah, allez, j'en teste 50, on verra si on a une qui prend, c'est déjà bien. Là, on a quand même un ratio qui est bien meilleur sur nos créas aujourd'hui, du fait qu'elles ont déjà plu à l'algorithme de Meta en termes de modèle. Et après, ça nous permet d'itérer en termes de messages sur chacun des clients. Ouais, exactement. Et toi, du coup, quelles ont été les problématiques que tu retrouvais là sur Avril? Aïe, aïe, aïe. Je pense que la grosse différence entre les gros comptes et les petits comptes, c'est le niveau de spend. Là, pour le coup, c'est mathématique. Si sur un gros compte, entre guillemets, où tu dépenses 1000, 1500, 2000, 3000, 4000 euros par jour, tu te retrouves avec une mauvaise journée où tu génères très peu de calls, 0, 1, 2 calls, le calcul, il fait très, très mal. Et tu as cramé beaucoup de cash d'un coup. Donc, évidemment, c'est proportionnel, hein, à la taille de chaque business. Mais disons que si tu as une mauvaise semaine chez un plus petit compte, je pense que c'est plus facile à amortir qu'une mauvaise semaine à 1500, 2000 euros de spend sur un gros compte. Le temps de réaction est encore plus rapide et le niveau de panique est aussi beaucoup plus gros proportionnellement. Moi, principalement, c'est ça que j'ai rencontré comme problématique au moment de la mise à jour algorithmique, etc. On ne sait pas y faire grand-chose à part justement faire du volume, comme on a dit, essayer de combattre comme on peut un algorithme qui veut pas jouer avec nos règles. Mais il y a des perturbations, c'est comme ça. Parfois, pendant 4-5 jours, ça se passe mal. Ça va pas dans notre sens. Pourtant, on a tout bien fait. Et c'est là qu'il faut un petit peu serrer les dents et voir comment on peut limiter la casse, parce que je le vois plutôt comme ça, limiter la casse sur les gros comptes plutôt que essayer de trouver la formule magique qui de toute façon sera obsolète d'ici 2-3 jours. Bah, c'est ça, et je pense que c'est quelque chose qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, il n'y a pas de formule magique. En fait, il y a plein de paramètres, il y a plein de facteurs X, et là, juste, serre les dents, essaie d'optimiser les choses pour que ça reparte, mais en fait, il n'y a pas de formule magique, quoi. Et pas s'entêter peut-être aussi, je pense que c'est une bonne chose. Alors, c'est contre-intuitif parce que juste avant, on a parlé du fait de pas tout chambouler. Moi, je parle principalement de la structure du tunnel en lui-même, etc. Mais par contre, en termes de créa, j'ai la sensation qu'il faut de moins en moins s'entêter et essayer de comprendre pourquoi une winner historique ne fonctionne plus du jour au lendemain. Ça, j'ai l'impression que c'est vraiment le nouveau jeu de méta. Je prends une de tes créas qui a toujours bien fonctionné. Dès demain, j'ai décidé qu'elle ne fonctionnerait plus. Ben, on itère. On n'essaie pas de comprendre pourquoi elle fonctionne plus et si je la remets dans une autre campagne et si je lui mets une autre audience, etc. Il y a de grandes chances que juste la créa soit fatiguée, l'algorithme a changé, il nous périme de plus en plus vite des créas qui ont toujours bien fonctionné. Donc, ouais, si je peux donner un conseil là-dessus, je pense que tu le remarqueras, enfin, tu l'as déjà remarqué à mon avis sur tes comptes aussi, ne pas s'entêter sur la créa winner historique parce que c'est celle-ci qui a toujours ramené du résultat. Si elle en ramène plus, elle en ramène plus. Ouais, c'est ça. Et il y en a beaucoup justement qui ont dit ça. Max, je comprends pas. J'ai cette créa qui m'a toujours apporté des ventes, des calls. Là, ça fonctionne plus. J'ai testé de faire des variations sur celle-ci, ça fonctionne pas non plus. Faut trouver des nouveaux concepts. Faut se remettre au jeu. Et je pense, enfin ça sur les petits comptes en tout cas, il y en a beaucoup qui sont dans cette vision de ça y est, dès que j'ai trouvé une winner entre guillemets, je peux aller à la plage, je peux être en vacances
3 semaines et c'est bon, mon business il va tourner tout seul. Ça, c'est vraiment une idée reçue qu'on a eue, je sais pas par qui, mais ça marche pas comme ça. Ouais, c'est clair. Après, l'algorithme fonctionnait comme ça par le passé. C'est pour ça que je comprends cette idée reçue parce qu'elle a été vraie pendant un certain temps. Moi, je sais qu'il y a encore 2 ans, même ça se trouve un petit peu moins. Lorsqu'on avait l'occasion de trouver une winner sur un compte qui avait un super ROAS, c'est vrai que parfois, pendant des mois et des mois, on pouvait sortir des petits ads de temps en temps, mais on n'avait pas ce gros rush de tout le temps sortir du contenu. Ça pouvait tenir. On a l'exemple de Jérémy, justement, qui regardera peut-être cet épisode, qui nous avait trouvé une winner qui était à la base une vidéo YouTube sur laquelle on a spend plus de 500 000 euros, je crois, qui a tenu pendant des mois et des mois, sans fluctuation, sans rien du tout. Et là, au vu des dernières mises à jour d'algorithme, boum, plus rien sur cette créa. C'est comme ça, c'est le jeu. Je pense qu'on peut faire un pont et sur justement ce nouveau système un petit peu de l'infoproduit entre de l'organique et les ads. Il y en a beaucoup qui font organique ou ads, etc. Et Jérémy l'a très bien dit dans le dernier épisode avec toi, c'est les deux en fait à faire. Et je pense que ce qui est intéressant de voir, c'est si ton contenu il a performé en organique, en fait en ads il va performer aussi. Combien de temps, ça on sait pas, mais en tout cas ça va fonctionner. Et en l'organique, en fait, en espèce de testing géant qu'on continue. Alors oui, tu mets pas de l'argent dessus, donc des fois tu as l'algorithme qui veut pas vraiment aller dans ton sens. Mais historiquement, en tout cas moi je le vois beaucoup sur les comptes où tu sais on envoie de la follow ads. Les meilleurs follow ads, c'est les meilleurs contenus qui ont fonctionné. Juste tu les boostes, ça a fonctionné une fois, ça fonctionnera encore après. Et les ads, c'est des stéroïdes pour ce qui a déjà fonctionné tout simplement. Donc en vrai, faire les deux en même temps, sortir un maximum de contenu, bien évidemment qualitatif, en organique pour soutenir ta brand et les utiliser pour les mettre en publicité, je pense que c'est pas déconnant. En tout cas, sur les comptes en pré-scaling, je pense que c'est intéressant pour soutenir la hausse des coûts et tout ce qui va avec derrière. En fait. Ouais, carrément. Et j'allais rajouter 2 choses. Donc, inversement, je pense que des ads qui ont super bien performé en call de trafic, du coup, pour de la VSL, etc., même du Webby, ce que tu veux, juste retourner le CTA de fin ou mettre un écran de fin qui est adapté à de la follow ads, ça peut vraiment cartonner. Là, on l'a fait sur des comptes récemment, on a eu des performances assez incroyables dessus. Donc ça, c'est vraiment top. Et deuxième chose que j'allais dire, de toute façon, on est 100% aligné là-dessus, c'est un vrai écosystème ads et organique. Et d'ailleurs, les quelques clients pour nous qui ont vraiment bien performé en avril, quand ça a été plus difficile en termes de mise à jour algorithmique, marché, etc., ce que vous voulez, c'est des clients souvent qui avaient un organique très très fort, qui a réussi à rattraper un petit peu et à soutenir justement cette difficulté qu'ont eu les ads sur ce mois spécifique. Donc ouais, ça prouve qu'il y a quand même quelque chose à construire et que ça peut être un vrai actif pour le coup, un organique solide et qui peut te sauver justement de gros à-coups comme ça quand la publicité veut plus jouer avec tes règles. Non, mais c'est clair. Bah déjà, on commençait à le voir depuis quelques mois, mais là, c'est validé, c'est sûr. Et je pense que si demain tu fais 100% du cold ads sur une niche, entre guillemets, où il y a beaucoup de concurrence, à moins que tu spendes vraiment beaucoup, que tu sois vraiment le meilleur, que tu aies très peu de coûts opérationnels, ça va être compliqué de s'en sortir. Enfin, en tout cas, moi, je le vois comme ça personnellement, et je pense qu'il faut toujours avoir sa brain, toujours optimiser le back-end à ce niveau, parce que tu peux pas tourner tout seul là-dessus. Je pense que c'est compliqué en tout cas. Ça deviendra de plus en plus compliqué à terme. Ouais, c'est clair. Donc, quitte à faire de l'ads, autant profiter pour construire un vrai actif en parallèle, ça c'est sûr. Et j'ai une petite conclusion, si ça te va, et je te laisserai faire la tienne en suivant. Ce que je constate quand même, et là je le dis à beaucoup de clients en ce moment, sur ces grosses fluctuations de marché où les performances sont moins bonnes en l'espace de 30 jours comme ça sur un mois, c'est que il faut bien retenir que ça va repartir de toute façon, ça va repartir dans le bon sens. Il faudra pas oublier à ce moment-là que ça a été difficile il y a 15-30 jours. Donc ce que je répète à chaque fois, quand tous les feux sont au vert et que tout fonctionne correctement, c'est là en réalité qu'il faut être excellent et qu'il faut aller chercher le plus de résultats possible et surtout se préparer dès maintenant du coup à la prochaine phase qui sera compliquée puisque c'est cyclique. Ça arrive quand même régulièrement ce genre de phase où on est au plus bas et les résultats sont pas au rendez-vous. C'est quand tout va bien qu'on prépare justement ces phases qui sont un peu plus compliquées, en faisant plus de testing parce que tout prend bien, en allant chercher les futurs winners, les structures qui performent bien et surtout en remplissant son pipe de follow-up pour le moment venu quand ce sera plus difficile. Ouais, carrément, je te rejoins clairement là-dessus. Moi, je le vois un peu, tu sais, comme les graphiques en bourse. Ouais. C'est-à-dire que basé sur pas le CAC 40 ou quoi, mais genre VSL, Webby, etc. T'as des fois la VSL qui va performer à fond et tout le monde va te dire la VSL c'est le meilleur truc à faire, allez-y, etc. D'un coup, ça va plus fonctionner. Les gens ils vont te dire faites plus de la VSL, faites du webinaire, faites du challenge. Bref, il y aura toujours des fluctuations et tu verras que de toute façon, ce qui a toujours fonctionné, c'est toujours la même chose. Et comme tu dis, il faut appuyer quand ça fonctionne, il faut limiter la casse quand c'est plus haut, plus bas. Et il faut justement utiliser son back-end pour éviter de faire des montagnes russes. Et bien évidemment, ça va repartir, ça c'est inévitable. Exactement. Et encore une fois, on le répétera jamais assez, mais d'autant plus sur de l'acquisition cold comme ça, avec de l'ads et même sur de l'organique, je suppose que c'est la même chose, même si on n'est pas expert dans le domaine. On analyse à grand minimum, mais vraiment je dis grand minimum, 30 jours, voire 45, 60 jours, voire au trimestre même un business. On l'analyse pas sur les 15 derniers jours au risque de prendre de très, très, très mauvaises décisions. Donc voilà. Je pense que c'était le petit mot de la fin. Merci Maxence, j'allais dire pour ton intervention aujourd'hui. De toute façon, je pense qu'on se refera des petits épisodes comme ça de temps en temps pour prendre la température de ce qui se passe sur notre portefeuille. Et encore une fois, merci pour ton passage. Merci à toi et à la prochaine. Allez, ciao, à la prochaine. Ciao.